Épisode 8, les héritiers. Pourquoi l'argent reste toujours dans la même famille? Honoré de Balzac écrivait « Les grandes fortunes naissent souvent d'un crime oublié ». Balzac ne parle pas seulement de crime pénal, il parle de violence historique. Colonisation, esclavage, expropriation, privilèges accordés par le pouvoir politique, rentes accumulées dans des contextes profondément inégalitaires, etc. Autrement dit, beaucoup de fortunes, que l'on présente aujourd'hui comme respectables, ont une origine socialement violente, simplement devenue invisible. Aujourd'hui, on va parler de ce qui permet à ces fortunes de durer, l'héritage. Chapitre 1, l'héritage avant le capitalisme moderne. Historiquement, l'héritage précède largement le capitalisme. Dans les sociétés féodales, la richesse est avant tout foncière. Elle se transmet par la terre, par le titre, par le sang. L'idée même de mérite individuel est secondaire. Ce qui compte, c'est la lignée. Alexis de Tocqueville observe déjà, au XIXe siècle, que les sociétés démocratiques prétendent rompre avec cette logique, mais qu'elles continuent à reproduire des élites, simplement sous d'autres formes. Chapitre 2, Bourdieu et la modernisation de l'héritage. Pierre Bourdieu permet de comprendre pourquoi l'héritage ne disparaît pas avec la modernité. Il se transforme. Là où l'ancien régime transmettait des titres, la société contemporaine transmet des capitaux. Les capitaux économiques, les capitaux sociaux et les capitaux culturels. Les grandes écoles, par exemple, jouent un rôle central dans cette reproduction. Comme l'a montré Bourdieu dans La noblesse d'État, elles fonctionnent comme une aristocratie républicaine. Chapitre 3. 3 générations. Mythe ou réalité? L'idée selon laquelle les fortunes se perdraient en 3 générations est ancienne. On la retrouve déjà chez certains moralistes au XVIIIe siècle. Mais les historiens montrent que ce schéma concerne surtout les fortunes mal structurées. Ainsi, la phrase « la première génération construit, la seconde génération profite et la troisième génération dilapide tout » est en fait appuyée sur certains principes de gestion financière. Les grandes fortunes durables sont celles qui s'institutionnalisent, à la fois par le droit, par la finance et bien sûr par une gestion familiale. Chapitre 4. Exemple historique de fortune durable. Les grandes dynasties européennes en sont un exemple frappant. Les Rothschild, actifs depuis le XVIIIe siècle, les grandes familles industrielles allemandes et les anciennes fortunes coloniales françaises reconverties dans la finance ou l'immobilier. Ces fortunes ont survécu à des révolutions, des guerres, des changements de régime, parce qu'elles savaient se rendre compatibles avec le pouvoir en place. Chapitre 5. Machiavel et la concentration du pouvoir. Machiavel explique que le pouvoir se perd lorsqu'il se divise. Dans Le Prince, il montre que la transmission intégrale, souvent au fils aîné, est une stratégie de conservation, pas vraiment une tradition morale. Transmettre à tous, c'est affaiblir la structure, mais transmettre à un seul, c'est maintenir la puissance. Cette logique, on la retrouve encore aujourd'hui dans certaines stratégies patrimoniales modernes. Chapitre 6. L'héritage et l'État moderne. Les États modernes ont tenté de corriger cette reproduction par l'impôt sur l'héritage. Après la Révolution française, en effet, l'héritage devient un enjeu politique majeur. Faut-il limiter la transmission pour casser l'aristocratie ? Mais comme le montre Thomas Piketty, les grandes fortunes s'adaptent toujours plus vite que la fiscalité et trouvent toujours un moyen de contournement. Chapitre 7. L'égalité des chances comme fiction stabilisatrice.
L'héritage met à mal le récit méritocratique. Si certains héritent d'un patrimoine, d'un réseau, d'une confiance institutionnelle, alors l'égalité des chances devient une fiction utile. Elle permet de justifier les écarts comme des résultats individuels. Alors pour conclure, l'héritage n'est pas un résidu du passé, c'est une structure centrale du présent. Il explique pourquoi les inégalités persistent, même dans des sociétés qui se pensent égalitaires. Alors comprendre l'héritage, ce n'est pas juger moralement les héritiers, c'est comprendre comment le jeu est organisé et pourquoi certains y entrent avec plusieurs longueurs d'avance. À très vite dans le jeu société, et en attendant, c'est à vous de jouer.